Mais qu'ai-je donc reçu aujourd'hui pour en faire une recension? Je m'attendais pas du tout à ce que ça arrive aujourd'hui. Donc je suis déjà étonnée, première chose. Et super contente parce que si vous voyez le format de cette boîte, vous savez déjà que c'est la Limited Edition, l'édition limitée du White Newman que j'ai reçu. Et j'espérais vraiment que Liminal 11 serait adorable au point de me faire ce cadeau moyennant une review parce que c'est assez cher sur leur site. C'est 75 livres sterling plus les frais de port et probablement peut-être les frais de douane parce que voilà, c'est bien ça, youhou. Alors, j'ai l'impression que ça va être bien sympa. Car oui, on a aussi reçu le journal du Modern Witch. Waouh, alors là, je suis vraiment contente. Et j'en parlerai peut-être à part. Ah, sublime carte postale en papier recyclé. Et voilà le White Newman dans sa petite box. Alors, le White Newman, j'ai crushé. Hein. J'ai eu un super crush pour ce tarot directement. Et c'était un peu... aïe aïe aïe, ça va être compliqué à ouvrir sans l'abîmer, le petit chouchou. C'était un peu contre-intuitif pour moi parce que au niveau de la représentation des corps, sur plusieurs aspects, notamment la minceur de tous les personnages, mais aussi une certaine représentation de la nudité qui est... qui n'est pas celle que je trouve la plus intéressante à titre personnel. Du coup, c'était pas très intuitif pour moi d'avoir un crush sur ce tarot, mais à chaque fois que je le regardais, j'étais waouh, mais quelle est cette beauté! Y a vraiment un truc qui fonctionne, il y a un truc qui m'appelle dans ce tarot, il y a un truc très hécatéen qui m'appelle là-dedans. Donc voilà, on appréciera le fait que, en dépit de toutes mes réserves, Liminal 11 m'a envoyé le roi de bâton, qui est un personnage gros pour aller avec tout ça. Je me disais, en fait c'est bizarre parce qu'il y a des personnages qui sont plus gros que les autres, mais ils sont tous habillés, et que dans comment on représente la nudité, on n'a que des personnages ultra normés, et je pense pour la plupart blancs, valides et tout ça. Donc c'était un des trucs où je me disais, alors là c'est vraiment à passer à la loupe en termes de représentation dans le tarot. Est-ce que je vais y arriver, vous croyez? Non. Voilà, alors ça c'est une belle façon de protéger une superbe boîte en métal. White Newman, un tarot de l'animal sacré créé par Alba BG, qui je pense est une artiste espagnole, si je ne me trompe pas. Ouh, ce doré est trop beau. Dans la surprise qui va avec ce tarot, il y a quelque chose qui m'intéresse au moins autant que le tarot. Et c'est, vous allez voir, alors ceux-ci ne sont pas numérotés parce que c'est les éditions qu'on envoie pour faire des recensions. Donc elles sont en dehors des 1110 copies. Voilà, on a une table de tirage. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, enfin, vous avez plein d'endroits où vous voyez des unboxings sur ce genre de choses et moi je suis moins là pour ça. Une jolie petite pochette. Des autocollants. Alors là, ça c'est vraiment classe totale, les autocollants. Moi, je kiffe. Hop. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a une façon de faire qui est très moi. C'est les cartes supplémentaires, je pense, qui sont dans le jeu. Dont on a un tiré à part, c'est pas ça, mais un tirage... spécial. Waouh, alors là, regardez-moi ces deux torches, ces deux chiens. Alors les mains qui sortent, qui semblent sortir de la mare, pour moi, pardon. C'est un côté très caverne des quatre. Vous voyez la lune, pleine lune et la lune sombre avec le croissant de lune. Et maintenant, peut-être vous comprenez mieux pourquoi j'ai craqué pour ce jeu. Et alors là, vous avez encore une fois les phases de la lune et un taureau qui, croyez-le ou non, est un animal qui a souvent été associé à Hecate. Elle a notamment dans ses épithètes, si j'écorche pas tout, quelque chose qui ressemble à Tauropolos ou des choses comme ça, des choses qui font référence au fait qu'elle a une tête de taureau. Donc
très très intéressant et vous comprenez peut-être mieux pourquoi j'ai craqué tous pour ça. Donc on est sur une espèce de, je pense, l'interprétation que je fais à ce stade-ci, d'essence de l'esprit des animaux et de comment ils ont interagi avec les humains à l'époque où dans la préhistoire, certainement, c'est plutôt ça qu'on va dire pour être suffisamment flou, et de nos interactions à nous avec les humains, avec les animaux et avec leurs esprits. Donc je vois ça plutôt comme ça là, et donc j'aime qu'on fasse appel à des divinités qui sont très anciennes, même si on les connaît surtout à travers, par exemple Hécate, hein. On la connaît surtout à travers sa participation au panthéon grec, mais en fait elle fait référence à des déités qui étaient là, notamment en Asie mineure, depuis beaucoup plus longtemps. Vous savez certainement que le taureau est associé à d'autres déités assez anciennes. On peut tout, évidemment penser au mythe d'Europe, à son enlèvement par Zeus, qui n'est jamais le dernier pour faire des trucs de connard, dans la mythologie en tout cas. Je dirais pas que c'est l'essence de la déité là pour le coup. Et donc, voilà pourquoi je voulais absolument cette édition spéciale, parce que non seulement on a plein de trucs super chouettes qui vont avec, mais on a un mini-oracle, qui est un oracle des constellations, qui ne sont pas que les constellations qu'on connaît le plus aujourd'hui. Alors, on va installer tout ça. Et on a donc le White Numen, qui dans cette édition-ci a des bords pailletés, des bords dorés. Alors, j'installe ma petite table de travail. Alors, je vais d'abord mettre là le roi de bâton. Donc, peut-être je vais le mettre là, comme ça moi je le vois, peut-être moins vous, sans ma gourde. C'est une carte du tarot qui me fait souvent penser à Hécate. Alors, vous me direz, ouais, on dirait que c'est un personnage masculin. Alors là, pas tant que ça en réalité. C'est seulement si vous enfilez à la barbe, et encore. Et d'ailleurs, Hécate est un personnage qui peut être conçu comme plutôt genderqueer, fluide au niveau du genre, etc. Donc c'est une déité qui peut très bien se confondre avec le roi de bâton. Donc je suis vraiment comblée, j'adore cette représentation. C'est la fille d'Astéria qui est la déité du ciel étoilé. Évidemment, vous connaissez certainement son association avec les serpents, qui est très connue, et donc ça me fait fort penser à l'Hécate porte-torche. Voilà. Bon, je sais pas pourquoi, mais instinctivement, au lieu d'aller vers l'oracle, qui est le truc qui me fait plus craquer a priori, j'ai déjà sorti notre ami le White Numen de son petit emballage. Donc c'est toujours pareil, c'est fixé au début avec un petit carton. Pour moi, après ça devient trop compliqué de le remettre dedans, donc je vais pas le garder comme ça. Mais chacun son truc. Ouh, c'est ce magnifique gros roi de bâton qui est à l'avant du livret. Ok. Alors ce qui est compliqué, hein, je sais pas si vous pensez ça aussi, avec ce genre de personnages qui sont tout en épaisseur au niveau des habillements, c'est qu'on peut toujours douter, est-ce que le personnage est vraiment gros ou est-ce qu'on est là en train de signifier son statut social, son opulence à travers les couches, les capes qui sont portées. Bonne question. Hop, donc c'est un livret assez classique chez Liminal 11, sauf que le papier m'a l'air d'être un papier plus fin et du coup en papier recyclé par opposition à ce qu'on voit d'habitude. Donc on regardera ça après. Et donc c'est les bords dorés sur cette édition spéciale qui vient avec le limité. On nous a beaucoup dit hein, que c'était du brillant qui est peut-être pas au goût de tout le monde, mais donc je vous dis, hein, c'est plein d'autres personnes qui ont fait les recensions avant, parce qu'il y en a déjà eu plein, on dit, mais que c'était idéal pour faire ressortir les couleurs de ce jeu. Pour info, j'ai regardé des walkthroughs et autres recensions, mais je suis jamais allée jusqu'au bout des cartes, parce que je voulais garder la surprise de pas toutes les admirer. Ah, on a le Black Numen et le White Numen. Ah, c'est ça, les cartes supplémentaires qu'on a vues ensemble avant. Très bonne question. Pourquoi la dualité? Mais en référence ici en référence à la Lune et aussi à la multiplicité de ces phases qui nous sort un peu malgré tout de cette dualité-là. Goeievrag. Oh mon Dieu. J'ai l'impression, alors il prend un peu
la condensation sur mes mains, je sors de ma douche et je carbure en termes de température parce que c'est le premier jour de mes règles. J'ai l'impression qu'il va être un peu plus maniable que le Modern Witch qui est aussi brillant. Il faudrait que j'aille le chercher pour comparer. Mais que j'arrive très très difficilement à avoir en main. Je me fais mal quand je le mélange et tout. C'est pas plus petit et ça a l'air plus petit. Incroyable. Je pense surtout que les cartes sont moins épaisses. Alors là c'est bizarre. Le White Newman me fait meilleure impression. Ok, d'accord. Bon, bah, il est un peu moins épais. Et quand on a des petites mains et qu'on a des problèmes de proprioception, donc de perception de son corps dans l'espace à cause de l'hyperlaxité, ce petit demi-centimètre en moins, ça va tout changer. Donc, déjà, hein, je trouve ça vraiment très beau, je trouve ça très coloré. C'est vrai que le brillant, vous voyez bien, parce qu'en plus j'ai sorti un anneau LED parce qu'il fait assez sombre dehors. Le brillant n'est pas du tout dérangeant visuellement et fait vraiment ressortir les couleurs, mais n'empêche pas les cartes de tout à fait bien passer à la caméra, ce qui malheureusement ou pas, hein, à l'heure des réseaux sociaux où on s'inspire beaucoup mutuellement et on aime partager ce qu'on fait en termes de tarot sur les réseaux sociaux, et c'est quand même vraiment chouette. Donc ouais, c'est incroyable, incroyable comme ça me parle. Voilà, hein, les fameuses cartes collées à cause de leur bord. J'espère que ça va passer à l'usage. Et donc, on voit que dans les arcanes majeures, les personnages sont quand même pour la plupart vraiment minces et plutôt blancs. Même si, hein, vous voyez qu'on a travaillé avec la question du désert et tout, et qu'on peut imaginer qu'on va du côté du berceau des civilisations, donc qu'on nous emmène quand même en Mésopotamie, du côté aussi certainement de la Turquie actuelle, du Proche-Orient, du Moyen-Orient actuel, et certainement aussi du Maghreb. Donc voilà, la notion de est-ce que ce sont des personnages blancs? Oui, bon, non, peut-être pas forcément, mais on a quand même une uniformité au niveau... Aïe, 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 beaucoup de cartes qui vont coller là. Ça va être la première fois. C'est vraiment à cause des bords laminés comme ça. Hein. Je suis sûre que vous n'avez pas ça sur l'édition qui n'est pas l'édition limitée. Allez-y. Voilà pour les majeurs. Donc oui, là on a quand même vraiment l'uniformité au niveau du corps, pas de handicap, des personnes qui sont minces, voire très minces. Donc on est dans quelque chose de très normé. J'ai vu plusieurs personnes qui disaient mais écoutez, c'est vrai que les corps sont normés, mais la personne vient du milieu de la BD et donc c'est la créatrice. Et donc c'est normal en fait, hein, vu d'où elle vient, que les corps soient assez uniformes comme ça. Et alors moi je suis un peu là genre non, en fait il y a plein de gens qui travaillent différemment dans la BD et ces personnes sont invisibilisées parce qu'elles travaillent différemment. C'est pas pour ça qu'elles n'existent pas. Après je suis loin d'être une spécialiste de la BD, je ne m'en cache pas, mais j'ai pas trouvé que c'était une explication suffisante du côté du manque de... Ça oui, t'aimes bien éternuer quand je fais des vidéos, mon chat. Au niveau du manque de diversité, qu'on va retrouver, vous voyez, davantage dans les arcanes mineurs. C'est vraiment très très beau, hein. Les cartes de feu, là, ok. Encore une qui est collée derrière. Les cartes de feu sont vraiment splendides. On a ce côté très terreux dans les couleurs de feu. On voit bien qu'on est dans le domaine du feu, mais... ouais, c'est très terreux, ça nous fait penser, ça fait penser au désert, qui est un thème qui revient souvent hein, sur les cartes de bâton, mais c'est vraiment très agréable. Donc, vous voyez, le côté référence au peuple nomade, à certains peuples nomades. J'adore.
Donc pour moi, ça c'est une approche assez traditionnelle du tarot, vraiment d'avoir des couches, d'avoir de l'épaisseur, d'avoir des capes au niveau des personnages de cour et qui seraient plus entre guillemets hauts dans la hiérarchie de la cour si on la prend d'une façon très traditionnelle. Et donc on ne sait pas du tout si ces personnages sont gros, sont enrobés, mais en tout cas si grosseur il y a, elle est synonyme de statut social, de présence, de charisme, de pouvoir. Et ça reste compliqué pour moi d'accepter ça. J'ai eu un début de conversation, il va falloir que je reprenne récemment, avec une personne qui faisait une review d'un jeu qui se veut queer, et j'ai commenté en mode bah ouais, mais enfin tous les personnages sont minces. Et la personne disait oh tu trouves, je trouvais qu'il y avait de la diversité. Et je vais reprendre, franchement si vous me suivez, vous avez l'habitude de m'entendre dire ça plein de fois, mais peut-être c'est pas le cas pour vous, donc je le redis. Si vous allez sur des sites qui recensent des indicateurs comme cela dans de nombreux pays, comme les sites de l'OMS ou le site de l'OCDE, vous voyez que même dans nos régions, les personnes grosses, donc selon leur catégorie en surpoids ou obèses, représentent une majorité de la population, et c'est loin d'être oh il y a 1 ou 2 personnages gros, on est content, c'est tellement queer, il y a vraiment un travail qui est fait sur la représentation des corps quoi. En moyenne, ce qu'on voit comme chiffre, c'est plutôt de l'ordre de 25% pour les personnes obèses, plus ou moins la même chose pour les personnes en surpoids. Alors, je vous remettrai des liens vers les données en bas, comme ça vous pouvez vérifier de vos propres yeux. Mais non, du coup, je me satisfais pas du tout, en fait, du fait que des personnages soient dans leur énorme majorité minces. Azalee Earthwork reprenait, m'interpellait dans sa review du White Newman en faisant référence à ça aussi. Je la remercie parce qu'elle fait un travail extraordinaire sur les représentations dans le tarot avec un angle plutôt queer et des personnes de couleur, des personnes racisées. Mais oui, mais non quoi. Oui, mais non, c'est pas possible d'estimer que parce qu'il y a 1 ou 2 personnages plus gros, et donc ici c'est pas vraiment le cas, parce qu'on a vu que pour les rois c'était plutôt autre chose qu'on essaie de passer par là. Je trouve ça vraiment déplorable quoi, qu'on se satisfasse de ça et qu'on estime que oui bah c'est les représentations dominantes donc c'est ok, ou bien que les gros sont pathologisés donc on peut pas non plus représenter des personnes que les discours dominants et hégémoniques estiment être des personnes qui sont malades ou moins bien, qu'il faut éradiquer, etc. Donc on les représente pas. Bah oui, bah alors est-ce que ta démarche elle est queer? D'après moi, il faut revenir aux définitions du queer. Je vous mettrai les liens vers mes zines sur le sujet. Si jamais vous voulez revenir, c'est mes zines qui s'appellent Grossir le tarot, où je reprends aussi les définitions du queer, ce qui peut être très utile si vous êtes un peu paumé avec toutes ces questions. Donc, c'est pas anecdotique, c'est pas qu'on chicane pour des conneries. Et si des gens trouvent que c'est pas important, que c'est pas grave pour eux, etc., en fait, j'ai envie de dire si, parce que c'est là que commence la discrimination qui après s'opère à tout moment de nos vies. Enfin, c'est pas là qu'elle commence, ça en est le reflet, ça en est l'origine, enfin, tout est mêlé évidemment. Mais aussi, c'est pas un jugement moral de dire que dans une société qui est tellement contre la grosseur en général et contre les gros, on est tous grossophobes. C'est pas un jugement genre vous êtes une merde parce que vous êtes grossophobe, ou vous êtes une merde parce que vous faites des régimes de perte de poids ou des trucs comme ça, ou vous faites les choses mal ou des choses comme ça. Oui, on est tous grossophobes. Dans un monde grossophobe, c'est un constat de comment les rapports de pouvoir interfèrent dans tous les aspects de notre existence, y compris, et ça c'est pour faire le lien aussi avec ce jeu-ci, y compris nos désirs, y compris nos représentations. Et quand on dit ça, on n'est pas en train de dire mais parce que ça, vous êtes satisfaite de jeux où on ne représente pas les personnes grosses, même si vous êtes grosse. En fait, il y a un fonctionnement grossophobe derrière ça. On ne dit pas vous faites de la merde, c'est affreux d'être grossophobe, blablabla. Enfin, c'est dommage qu'on vive dans un monde où la plupart d'entre nous, on est grossophobes. Et même moi, j'ai des biais grossophobes, même si je travaille sur la grossophobie et le fait activisme depuis maintenant près de 10 ans. C'est pas
c'est comme ça, c'est hyper difficile de déconstruire, de défaire, de désintégrer toutes ces choses qu'on nous a programmées, pour lesquelles on nous a conditionnés. Mais pour moi, en tant qu'artiste, en tant que créateur, créatrice, en tant qu'activiste, en tant qu'artiviste, notre devoir aussi, en essayant de changer les représentations, de ramener plus de diversité, plus de représentativité, surtout dans les représentations, c'est aussi de dire stop, je joue pas là-dedans, j'essaie de changer les choses. Et pour moi, ce qui est difficile, parce que parfois ça me fait vraiment mal de voir des gens qui partagent que des jeux avec des personnes minces et tout, ou qui sont dans la promotion de ces choses-là, parce que j'ai l'impression que personne n'en a rien à foutre en fait de l'oppression des gros qui, oui, se retrouvent aussi là-dedans, et j'ai l'impression qu'on accepte dans un monde où on fait beaucoup d'homonationalisme, de pinkwashing, donc on utilise, bon pas tout le monde, hein, mais une partie, on utilise les luttes LGBT pour se donner bonne figure et surtout pour faire vendre, pour vendre son état comme un état qui serait plus progressiste. Alors la grosseur, là, pas de problème, hein, y a pas moyen de la récupérer dans les cases de la diversité, ou alors on fait body positive et on sort des mannequins qui sont des tailles 42, donc qui restent en fait complètement dans la norme, ce qui veut pas dire que vous souffrez pas de la grossophobie si vous faites une taille 42, parce que le monde est grossophobe et que très probablement il y a des gens qui font des commentaires sur votre poids, etc. Mais ce qui veut dire que vous êtes du côté des personnes qui en souffrent le moins, parce que vous souffrez nettement moins du fait que l'espace public n'est pas adapté pour vous, que vous ne trouvez pas de chaise et des trucs comme ça. Je vais vous mettre vraiment des liens qui sont cool en description pour que vous puissiez suivre un peu tout ça. Je suis désolée, c'est des sujets sur lesquels c'est vraiment plus agréable pour moi de m'exprimer à l'écrit pour pouvoir poser mes arguments, donc malheureusement en vidéo c'est quand même vraiment plus compliqué, j'en bégaye. Et par rapport au fait que moi personnellement dans la façon dont est représentée la nudité et ou le désir dans ce jeu-là, je me retrouve pas, ce qui veut pas dire que c'est pas intéressant, que encore une fois c'est pas un truc moral quoi, j'ai pas le moindre jugement sur les gens qui trouvent ça qui trouvent ça beau, esthétique ou érotique. Moi c'est juste pas ma came érotiquement, mais bon voilà. Encore une fois, c'est la même chose, quoi. C'est que le fait que les corps qu'on peut représenter comme désirables, ou là en plus, on a quand même un minimum d'agentivité, parce qu'on a quand même des figures fortes dans ce tarot-là. On a beaucoup d'énergie, de combat, de puissance et tout ça qui se dégage. Du coup, c'est pas qu'on fait des corps qui sont donnés, qui sont passifs ou des trucs comme ça, mais on présente quand même le corps désirable, le corps auquel on s'identifie comme le corps mince. Et du coup, c'est la même chose, quoi. C'est l'intime, nos désirs, c'est politique. Et donc, le fait que on soit nombreuses dans ce monde à désirer davantage des corps minces, ça sort pas de nulle part, et c'est pas grave, mais l'enjeu de représentation qui soit plus varié, enfin si c'est grave, c'est grave pour à quel point c'est difficile pour nous de relationner, d'être considérés, à quel point on est dans les marges, du marché de la drague et du marché à la bonne meuf aussi, notamment, comme dirait Despentes. C'est grave parce que ça a une influence extrêmement importante dans nos vies, et notamment, ou particulièrement pour ce qui me concerne, dans les milieux queer. Et habituer notre regard à trouver que des corps gros sont aussi désirables, sont désirants, sont aussi puissants, pourraient dégager une énergie conquérante, comme on peut en voir sur certaines de ces images, etc. C'est important, puisque dans l'imaginaire collectif, dans les préjugés sur les personnes grosses, on est paresseux, on ne sort pas de notre canapé, etc., etc. Ce qui a un impact évident, pas que sur nos relations, ou est-ce que les gens nous trouvent désirables, est-ce que nous on se trouve désirables et tout ça, mais aussi sur directement, hein, le fait on estime que les gros sont paresseux, bah oui, ça a un impact sur le fait qu'on est discriminé à l'emploi et à la promotion, et du coup ça a un impact évident sur le fait que
Bah oui, les gros sont globalement plus pauvres en fait dans cette société, comme n'importe quelle étude le prouvera. On kiffe hein, les connards d'en face qui font un bruit pas possible. Bon bah je dois arrêter là. Hein. Mais quelles ordures franchement. Alors sinon, à part les observations sur la minceur du tarot, sur lequel rien de neuf sous le soleil avec ce tarot-ci en particulier. Mais l'idée, c'est vraiment pas de viser un tarot en particulier parce que c'est des remarques qui touchent la communauté tarot en général et sur laquelle on évolue lentement et beaucoup trop lentement à mon goût. Franchement, c'est un joli coup de cœur qui se confirme. J'ai pas grand-chose à critiquer de plus que ce que j'avais déjà anticipé sur ce jeu-ci, parce que voilà, il est très beau, le côté brillant n'est pas trop dérangeant pour quelqu'un qui est souvent dérangé par ça. Alors, on va faire comme les influenceuses du tarot. On va tirer une carte et on va voir ce qu'en dit le petit livre. Le 10 de bâton. Hop, je vais la mettre bien au centre. Elle était bien au centre. Maintenant, j'arrive plus à la déplacer en fait. Alors, j'aime bien le 10 de bâton quand il est revisité. J'aime beaucoup. Là, je sais pas si je dirais qu'il est foncièrement revisité parce qu'on a quand même cette idée d'avoir quelqu'un qui est débordé, qui s'est entouré d'un peu plus de bâtons que ce qu'elle pourrait gérer. Ah, j'aime bien qu'il y a le chiffre romain et le truc écrit quand même en entier en dessous. C'est répétitif, mais au moins c'est lisible. Alors, ok, on a cette idée-là, hein, que c'est un peu trop, que ça occulte notre vision, qu'on peut être submergé par cette créativité en surplus qu'on aurait prise sur le dos avec ces serpents. Moi, il y a une autre chose qui me vient directement à l'esprit avec tous ces bâtons, c'est le côté hécate. Dans certains textes, on peut dire qu'elle est couronnée de serpents, ou qu'elle a des serpents à la place de la chevelure, comme les Érinies, par exemple. Donc ça revient. Et puis, on a aussi l'idée qu'elle est ceinturée de serpents, qu'elle porte des serpents à la ceinture, qui revient à différents moments. On a aussi dans les textes qui sont plus anciens, qui datent, par exemple, je dirais, 2e, 3e siècle, les oracles chaldéiques, je me souviens plus maintenant, où on a l'idée d'une spirale qui émanerait d'Hécate dans un sens ou dans l'autre, qui font appel à sa figure de créatrice et de sauveuse et tout. Donc là, pour moi, une personne entourée de serpents, ça me fait penser à ça, même si c'est évidemment pas l'unique déité qui peut être entourée de serpents. Et là, elle est entourée de serpents, pourtant elle est calme. Elle accepte la charge lourde. Elle a accepté la lourde charge et elle ne fait qu'une avec son environnement. Les burdens, les fardeaux peuvent être plus légers si on accepte la responsabilité de nos actes. Donc ça me plaît parce qu'on joue avec cette idée de fardeau et d'être débordé, d'avoir une forte charge du 10 de bâton, mais qu'en 2 petites phrases ou 3 petites phrases, on a une idée aussi une idée de responsabilité qui est intéressante. Alors je trouve je trouve pas que c'est inintéressant le 10 de bâton en général, au contraire, je trouve c'est très important d'avoir une carte de surcharge, de débordement ou de burn-out, mais j'aime bien qu'ici on a joué avec ça et qu'on nous propose autre chose. Ça me donne trop envie de tirer une autre carte. La cavalière d'épée, on remarquera qu'on a une figure plutôt féminine, à voir comment la personne l'interprète, puisque la féminité ne se lie pas toujours sur son expression de genre. Mais donc, une personne qui serait plutôt féminine pour les cavalières, c'est toujours chouette. C'est une façon très légère de cuiriser le tarot. Ok. Ah, ça à noter qu'on a ici, du coup, quelques mots-clés sur les arcanes mineurs en particulier. Donc, j'ai pas du tout lu les intentions, la démarche, tout ça. Donc, si je dis des bêtises par mes connaissances, c'est vraiment juste un unboxing. Et j'en profite pour vous faire savoir qu'il y a une version en français de ce tarot qui est déjà sortie. Ça s'appelle le tarot des divinités. Pourquoi, comment, je n'en sais rien. le choix du nom. Et j'ai
je n'ai pas eu l'occasion de le voir ni rien. J'ai juste vu Mélusine sur Instagram qui disait qu'elle possédait les deux et que la version anglaise était quand même vraiment de loin surpassée la version française au niveau de la qualité des cartes. Alors, la cavalière. Son purpose. Ouais, mon chat. Mais oui, il y a un truc à la place où tu veux passer. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai dû faire de la place pour m'installer. Mais tu peux y aller quand même. C'est rien, c'est que des vêtements. Ouais, ouais. Non, ok, d'accord, ça l'ennuie beaucoup. Ne saute pas sur ma lampe. Ben voilà. Elle est forte dans ses objectifs, dans son purpose. Ouais. C'est... le purpose, c'est aussi le but. Enfin, c'est pas seulement ce qu'on a en ligne de mire, c'est aussi notre mission en quelque sorte, non? Je checkerai après quel mot mieux traduire. Forte dans son objectif, la cavalière soulève son épée contre le vent. C'est vrai qu'on voit vraiment le vent ici qui symbolise l'air. Et directement dans le ciel, c'est clair, elle sort du cadre, donc l'épée, elle est déjà dans le départ, littéralement quoi, elle dépasse le cadre, elle l'envoie chier et elle est dans le ciel. Cette cavalière manque de peur, mais certainement pas de confiance. On dirait qu'elle nous appelle healing, comment on dirait ça, qu'elle nous... Ah, encore une fois, je vais manquer du mot. Qu'elle nous rallie, on va dire ça comme ça. On dirait qu'elle nous rallie, qu'elle nous motive avant une bataille imminente. La lune est vue comme un charme au-dessus de sa tête et c'est elle qui lui donne la force et la direction. C'est un tarot qui a beaucoup à révéler à l'usage, mais qui est vraiment très beau, très esthétique. Alors si vous n'aimez pas le côté esthétisant ou trop esthétique, ça peut vous ennuyer. Peut-être c'est ça qui me bloquera, mais il est quand même d'une beauté extraordinaire. Alors j'en profite pour noter que ce genre de gilding, de dorure très... mastoc, très rêche aussi, très coupante. À mon avis, ça va être un peu, ça va souffrir de mon style de mélange. J'aurais limite préféré que l'édition éditée soit sans, si c'est pour proposer ce genre de dorure. Et pas une très fine, très subtile, très belle dorure. Ouais, je suis dans le jugement, mais comme toujours, hein, vous savez ça. Ouais, un peu diabolique même. Au lieu de me laisser guider par mes petites joies, et je suis vraiment enchantée par la beauté de ce tarot, je le trouve splendide. Et c'est l'heure de la sieste, putain, clairement, quoi. Ah, ça me fait penser au fait que j'ai mes règles. Je pense que je manque un peu des références artistiques qui inspirent la créatrice. Je sens bien que c'est pas beaucoup mon univers et que donc j'ai moins à dire que sur d'autres. Vous savez, quand j'avais reçu le New Chapter et que directement c'était je comprenais la démarche, les intentions de la personne à chaque fois que après j'ai repartagé des trucs en story en anglais. Elle disait oh ça fait du bien d'être vue et tout. Bah oui, parce que j'avais certainement en grande partie la même démarche et la même approche et le même comment on appelle ça, les mêmes inspirations quoi, les mêmes sources artistiques, alors qu'ici nettement moins, donc j'ai plus de mal à faire une analyse de ce tarot, ce qui est pas plus mal. Peut-être ça me permettra d'avoir un rapport plus intuitif et moins intellectuel avec lui, qui sait. Très chouette pour cette petite boîte, ça j'aime vraiment bien, je la trouve très pratique. La boîte du petit oracle qui vient avec, on a les torches sur le côté qui sont le symbole, le logo de Liminal 11. Et donc voilà, ça fait que la plupart des choses qui sortent chez eux, a déjà ce côté écatéen qui est fait pour me plaire à la base. Alors si je me souviens bien de la logique de cet oracle, c'est que la créatrice, donc Alba BG, c'est coupé un peu ici, dommage, on dirait un R. Elle a participé à un... Aïe, ça colle encore, donc c'est pas les bords qui collaient, c'est juste comment elles sont laminées là, les cartes, ok.
Donc cette personne, crac, crac, après c'est assez agréable comme exercice. Elle a participé, je pense, à un Inktober. Si vous connaissez les Inktober, c'est ink comme encre. Et en octobre, tous les ans, on a sur Instagram notamment des défis avec des mots-clés pour chacun des jours qui inspirent des artistes amateurs ou confirmés à créer sur un thème précis. Donc, franchement, c'est chouette, ça permet d'avoir un objectif et donc d'essayer de se tenir à quelque chose. Et donc je pense qu'elle-même a lancé un Inktober autour des constellations. Et que du coup, cet oracle est issu de ça. Wow, c'est joli, c'est brillant. Alors déjà, ce qui est embêtant, souvent c'est pas utile les numérotations dans des petits oracles libres comme ça. Si je ne me trompe pas, c'est un oracle de 30 cartes. Mais du coup, ici, parfois, ça peut être compliqué d'aller trouver, parce que c'est pas par ordre alpha. Ah, peut-être c'est par ordre alphabétique. Ouais, ça va être par ordre alpha. Non, j'ai rien dit. Merde. Non. Donc ça pourrait être difficile d'aller trouver les cartes que vous tirez à chaque fois. Créer un oracle, c'est un voyage des plus étranges, toutes les possibilités sont ouvertes, on est abandonné aux portes de l'inconnu, les grands mystères du tarot sont perturbés par le fait qu'on est dans l'absence des guides habituels, les symboles et les archétypes sur lesquels on se repose ne sont plus quand on s'attaque à un oracle. Donc, on est sur un sentier qui est nouveau et sombre. Chaque jeu d'oracle propose un voyage qui peut seulement se comprendre en lui-même. Cet oracle des Golden Constellations, des constellations dorées, j'ai utilisé la carte du cosmos associée au mythe grec et à les réflexions personnelles comme fondement pour l'inspiration. Avec tellement de mythologie et d'émerveillements anciens, de miracles anciens qui sont inclus dans notre compréhension des étoiles, quelle meilleure façon d'utiliser l'univers depuis l'intérieur. À voir si c'est un truc à utiliser en complément de ce tarot-là, ou s'il va plutôt trouver sa place seul ou avec un autre jeu. Pour l'instant, avec le noir et blanc et les points de couleur, je pense directement au Slow Holder et au Théa, qui sont vraiment mes tarots préférés. Ça me plaît bien. Après, le côté mythologie grecque et étoile, je trouve que ça forme vraiment un tout avec celui-ci. Et ça colle moins avec les autres jeux que j'utilise. Ok. Donc on a des constellations qui vont nous parler plus qu'à d'autres, plus que d'autres évidemment, puisque toutes ne sont pas forcément visibles dans notre hémisphère, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas forcément les plus connus. Et tant mieux, ceci dit, c'est peut-être moins intéressant de revoir celles qu'on a plus l'habitude de voir. Et du coup, je ne sais pas forcément c'est quoi les mots en français derrière tout ça. Bon, Andromède, ça va. Oui, parce qu'on a plusieurs types de constellations du poisson. On a notamment le poisson austral, je pense. L'hydre, ça, pour le coup, elle est plus connue, je pense. Le taureau, et on a plutôt joué, pour le coup, peut-être que ça nous permet d'illustrer le taureau dans les cartes supplémentaires ici. On a plutôt joué sur le mythe d'Europe. C'est pas forcément le même taureau. Le serpent. Est-ce que c'est le serpentaire ou est-ce qu'il y a plusieurs constellations? Je suis un peu perdue. Parce qu'on a le serpentaire qui représente Asclépios, je pense. Et je pense qu'on a aussi une constellation du serpent. Ou je mélange peut-être avec celle du dragon. Faut que je check. Donc là, on a vraiment les héros et les mythes importants
qui reviennent avec Persée ici. Ah, en tout cas, on en a une autre pour le dragon. Elles se ressemblent toutes les deux. Elles me plaisent. Je me demande si les espèces de petites pierres qu'on voit feraient référence à des étoiles qui sont plus dominantes dans la constellation. Est-ce qu'il y a des éléments visuels qui peuvent nous faire penser à la constellation? Là, vu d'ici, j'ai pas du tout l'impression. Ok, intéressant. Pas de commentaires. Ah, est-ce qu'on a les 12 signes du zodiaque du coup? Est-ce qu'on avait le taureau? On a le Verseau avec la porteuse d'eau. Alors là, c'est une bonne question parce que les signes du zodiaque, c'est une façon de couper l'ensemble, le rond finalement, hein, du ciel, enfin pas le rond, mais les 360 degrés en 12 parts égales de 30. Et du coup, les constellations des signes, les signes ne collent pas vraiment en constellation, même pas du tout. Et donc là, c'est intéressant, ça pose question. Est-ce qu'on travaille avec les signes du zodiaque ou on travaille avec les constellations? On est dans un système à la limite plus ancien, si on travaille purement avec les constellations. Ça me fait penser au travail de certaines personnes animistes qui travaillent avec les étoiles fixes et non pas, pas les corps célestes mouvants qu'on appelle les planètes en astrologie. Donc, ils sont les planètes du système solaire. Donc, les planètes et les étoiles fixes sont beaucoup plus lointaines. C'est des points dans les constellations. Je vais arriver, je vais réussir à être claire. Non, peut-être pas. Ah, c'est joli hein, quand même les effets avec ce doré qui ici et il me brille pas trop. C'est un joli brun doré. J'aime bien. Encore une fois, les cartes elles sont brillantes, mais j'aime bien la simplicité au niveau du fait qu'il n'y a pas de couleur. Orion, on est dans le classique total. La Phénix. La Vierge et le Gémeaux. Bah si, on finit avec mon ascendant et mon soleil. Vous aurez remarqué que pour changer, je ne suis pas très bavarde avec cet oracle parce que je ne suis pas du tout une spécialiste de ce que je vois là. Et comme je vous le disais, je pense que je suis un peu... je suis pas très armée quoi, pour comprendre forcément tout ce qu'utilise, tout ce à quoi fait référence la créatrice ici. On a le taureau qui est sorti du jeu, donc on va rester avec lui. Ça va être quand même embêtant de devoir chercher à chaque fois où est quoi. Le taureau. Elle émerge de l'eau calmement et elle maintient le taureau. Elle contrôle son pouvoir masculin et le pouvoir du soleil, qui est l'étoile la plus forte de notre ciel. Le Minotaure, ok, donc du coup c'était pas une référence au mythe d'Europe. Le Minotaure peut maintenant se reposer, il peut se rendre, il est libéré de sa prison, peut-être à travers la guile, je sais pas comment on traduit, j'ai oublié, peut-être à travers la compassion, les résistances tombent. Ok, je me demande si on dirait que ça raconte une histoire si on les lit dans l'ordre. Intéressant. Bon, alors moi, la question du pouvoir masculin et tout, vous savez bien. Voilà, je suis pas très inspirée par ce genre de réflexion. Je vois pas très bien. En tout cas, moi, ça n'apporte rien à mon analyse des cartes. Mais bon, on va checker. Alors là, j'ai envie de voir comment interagissent ces deux jeux. La porteuse d'eau du Verseau. Est-ce que ça fait référence à, j'ai oublié son nom, mais le porteur d'eau dont c'était en amoureux Zeus ou pas? Bonne question. Hein, on a du mal à voir. Juste comme ça. Ok. Je
J'ai déjà les cartes récurrentes, et ça commence bien. Du coup, j'en tire d'autres pour pas juste avoir toujours la même chose. Aïe, 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 on est dans les épées. Oh, j'ai pas entendu les mélanger. J'aime bien comment j'ai placé les cartes avec l'eau, que j'ai un peu meilleur cadre là, l'eau qui tombe sur la tête de la cavalière d'épée qui peut être très emportée par le feu de ses mots, etc. On avait aussi une allusion guerrière dans le texte et tout ça. J'aime bien visuellement ce que ça donne. On voit que, on a dit, hein, l'épée est hors cadre, elle est dans le ciel et tout, et j'aime bien cette idée que depuis l'Olympe ou depuis les sphères célestes, quelqu'un envoie de l'eau pour la calmer. Alors en plus, en termes zodiacal, le Verseau est un signe d'eau fixe. Et d'air, pardon, et du coup on est dans l'air de l'épée, mais qu'est-ce que ça fait en fait de travailler l'air avec l'eau? Ça peut nous inviter à ce genre de questions. Ça peut demander à la cavalière d'épée d'arriver avec davantage d'empathie, de ne pas être juste gérée par son mental et son côté combatif au niveau du mental, et se laisser bercer peut-être par des mots. La Verseau, avec une expression calme et inspirée par la lune, les eaux fertiles s'écoulent de sa coupe vers le sol. Les opportunités s'élèvent pour que quelque chose de nouveau naisse dans cette terre aride. L'inspiration et la créativité sont là en abondance. Ok. Intéressant, parce que du coup on est sur une perception vraiment des constellations et moins des signes, hein. On a vraiment cette impression là, puisque là en termes d'éléments on ne fait pas référence aux éléments traditionnels du Verseau. Je remarque qu'on a ce courant d'air qui semble traverser les cartes. Je voudrais bien toutes les mettre côte à côte pour voir si ça se répond bien dans l'ensemble, vous voyez, hein, des cartes d'épée ou pas. Ce serait à checker. Vous savez comment j'aime bien découvrir des jeux avec vous. Je vais vous montrer un peu comment j'apprends à lire un jeu et comment j'essaie de comparer les cartes entre elles et tout ça. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir l'eau qui arrive par-dessus, qui vient poser ou stabiliser tout cet air, alors qu'on est ici dans des cartes qui ne sont pas forcément des cartes de stabilisation. Si, dans le 5, si, mais parce que on s'arrête dans le conflit, on s'arrête dans la crise mentale, ou dans la destruction, ou dans l'autodestruction, ou dans la manipulation, et on a du mal à s'en sortir. Avec le 8 d'épée aussi, hein, on est coincé dans des schémas mentaux, ou coincé dans un mécanisme d'oppression, ou quoi, mais c'est essentiellement... Là, on est plus dans l'interaction, et là, on est plus seul avec ses pensées, d'où qu'elles nous viennent, hein, quoi qui nous les inspire. Peut-être que l'eau que nous amène la verseuse d'eau ici, elle dissipe le côté stagnant de l'air qui est en train de tourbillonner, en particulier dans ces deux cartes-là. Et avec la cavalière, on a aussi cette possibilité d'être genre tourbillonné, mais en mode on devient une tornade, alors qu'ici on est peut-être plus en train de s'enliser dans notre tourbillon. Bon, s'enliser n'est pas le terme qui fait référence à... C'est un terme qui fait référence aux autres éléments, mais voilà. Je poursuis, alors je suis pas sûre que je vais en tirer grand chose, mais juste déjà visuellement pour voir ce que ça donne. Alors déjà, ce que j'aime bien, juste, c'est que ici on est en train de s'emmêler dans le conflit, ou juste sur la petite collision en plein vol ou quoi, alors que là on a les signes qui sont en train d'avancer, qui sont déjà en train de regarder ailleurs. Là aussi, hein, la cavalière, elle est vraiment bien arrêtée. Souvent, on représente la cavalière d'épée très en mouvement. Mais là, non, pas du tout. Elle a l'air d'être sur le point de... Mais elle est au moment où elle est encore en train de déler ses troupes, hein, comme on a vu dans le texte explicatif tout à l'heure. Et donc j'aime bien en fait qu'à chaque fois, on dirait que les constellations agissent comme un remède par rapport aux aspects plus stagnants, ou moins, alors grand guillemets quoi, du coup, mais par rapport aux aspects plus négatifs de chacune des cartes qui sont ici, ça semble arriver comme un peu de magie pour nous aider à débloquer ces aspects négatifs et à ramener autre chose dans qui peut nous ramener à quelque chose d'autre dans cette carte là, ou qui nous permet de juste aller chercher quelque chose à l'extérieur.
encore une fois, on a l'appel de l'eau. Donc ça, c'est très chouette. C'est qu'à chaque fois, on a l'impression que l'eau vient soigner l'air. Vous voyez, j'étais genre pas sûre que ça allait marcher à l'usage ce tarot et tout ça. Et puis là, peut-être grâce à l'oracle, je me lance et waouh, ça fonctionne direct. Alors, le petit mot de la fin là. Le 6 de Pentacle. Très joli. J'ai envie de dire équilibre divin. Surtout, enfin, on a comme souvent hein, sur les pentacles, sur le 6 de Pentacle, cette balance. Moi, j'aime bien voir dans cette carte-là la dimension, quand je travaille avec la dimension sacrée de cette carte, la dimension des offrandes. Et du coup, c'est ce que je vois dans la façon dont c'est symbolisé ici. C'est qu'on s'en va se connecter à la nature et lui laisser une offrande et tout ça. Donc, je trouve que ce jeu pourrait peut-être m'inspirer à faire du travail dévotionnel, du style des dessins ou des textes et tout ça qui pourrait devenir des prières et donc des offrandes pour moi. Ça me fait penser à ça, là, comme carte de conclusion. Il a son guide spirituel avec lui, donc c'est ce petit chien. Le symbole de la balance et une branche de laurier. Purification et initiation. L'esprit et l'initié sont en harmonie et chacun se donne à l'autre afin de traverser le désert. Donne, reçoit et pousse. Et grandit. J'aime bien cette interprétation de la carte. Ça peut faire de la place à ma propre interprétation quand j'utilise de façon sacrée, celle des offrandes. Ça donne aussi quelque chose dans notre relation au divin, au monde des esprits et tout. C'est extrêmement animiste en fait comme approche quoi. Waouh. Je kiffe en fait hein, la présence des animaux sur cette carte. Moi les chiens c'est mes c'est mes animaux préférés. Je ne vis pas avec des chiens, mais dans l'absolu. Et alors là, du coup, le serpent, ce serait son animal guide. Quelqu'un disait, c'est bizarre, ça fait référence aux animaux sacrés, mais on ne les voit pas toujours sur les cartes. Mais c'est un tarot relationnel, c'est notre relation à l'animal physique et à l'esprit des animaux aussi. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des cartes où il n'y en a pas du tout. Mais là, on a l'impression qu'on est dans une espèce de fusion où on devient marine, on devient sirène, on devient des nymphes peut-être. Et donc on est des esprits des naïades ou autres. On fait corps avec les esprits de ce lieu. Et donc du coup là, on pourrait être encore dans une optique où ce sont des entités qui s'expriment plus que des humains. Oui, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas des animaux sur toutes les cartes. Enfin, je vous laisse sur cette beauté, hein, les gros bidous. Hein. J'en deviens sans voix. Parce que du coup, j'ai pas l'impression que réfléchir va forcément me donner... Ah, cette horde de chiens. Aïe. J'ai pas l'impression que réfléchir va forcément m'aider. J'aime bien, du coup, la multiplicité des mains. Maintenant, je le vois plus comme le flux, le courant des esprits et des entités, des ancêtres, du temps présent et du temps passé, tout qui se rejoint pour saisir cet élément, travailler avec lui, l'accueillir, l'invoquer et tout. Ah, il m'inspirait pas tout à l'heure, et puis plus je passe du temps avec lui, plus je me dis oui, pourquoi pas. Ok, bon, on arrête, hein. Merci les gros bidous, j'espère que ce tarot vous plaît. C'était donc l'édition limitée, je vais arriver, j'ai pas réussi à lire depuis le début, qui m'a été offerte par Liminal in Heaven qui publie ce tarot pour en faire une review.
Et c'était super chouette de le découvrir. C'est super chouette de recevoir un colis aussi précieux que celui-là. Et vraiment, j'étais deg de me dire que je pourrais jamais m'offrir ce tarot avec l'oracle et que c'était l'oracle qui me parlait plus, mais qui faisait partie de ce qui m'intéressait le plus dans cette optique. Et donc d'avoir la chance énorme de recevoir ce tarot avec son mini-oracle, l'oracle des constellations dorées, c'est cœur, cœur, cœur et big cœur avec les doigts, quoi. C'était donc White Newman, A Sacred Animal Tarot, et il existe une version en français pour les personnes que ça intéresse, même si la qualité est peut-être un peu moins bonne. Pour les gens qui ont du mal avec l'anglais, c'est quand même très très chouette que ce genre de tarot soit maintenant systématiquement ou souvent édité aussi en anglais, en français.